إنسان يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يجمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديت يرى. Je vais te dire une chose. Moi, peut-être mal compris. Moi, je ne Ouais. dis pas religion. Oui, mais quand tu me donnes des références, la Turquie moderne, elle s'est laïcisée. La Turquie moderne, c'est ça. Elle a aboli même le califat en 1924. Quand tu me donnes comme référence le Pakistan, je suis désolé. Moi, le Pakistan n'est pas une référence. Ni le Soudan, ni le Pakistan, ni l'Afghanistan. Voilà. Ce que je veux dire, moi, je suis intimement convaincu que la religion est quelque chose de nécessaire. Je pense que vous m'avez mal compris. Non, mais je suis là. Si tu veux dire qu'elle est nécessaire, je dis oui. Pas religion politique. Religion comme dimension culturelle. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord. Mais on n'a pas besoin de la faire mousser et de l'utiliser à des fins politiques. Moi, ce que je réfute, c'est qu'un pouvoir ne doit pas, une fraction ou un parti ne doit pas aller au pouvoir sur la base de la religion. Parce que quand on te dit les Abbasi Madani, on est d'accord, on est d'accord. Mais Salih lui-même disait qui vote pour Dadour vote pour le PPA et qui vote pour le PPA vote pour Non, non. On est d'accord. Donc à partir du moment où on introduit la dimension religieuse en politique, plus rien ne peut se faire. Il n'y a qu'un seul dénominateur, parce que chez nous, il y a des gens qui sont très croyants, il y a des gens qui sont très croyants et très pratiquants, il y a des gens qui sont très peu croyants et très peu pratiquants, il y a des chrétiens, il y a encore des juifs chez nous, il y a des agnostiques. Tant que toute cette diversité n'est pas prise en compte, et notre pays il est total, c'est-à-dire qu'il est régi par la même loi des reins, que ce soit politique, religieux, identitaire, culturel. Si on devait imposer l'identité amazigh, bessif à tous les Algériens sans exception, ce serait exactement la même chose. Voilà. Je suis d'accord. Donc la démocratie et la citoyenneté, ce sont les deux dénominateurs communs. À partir de là, qui veut se sentir... je reviens même sur le triptyque amazirité, islamité et arabité. Ça encore, c'est une vaste supercherie qui est encore manipulée idéologiquement, c'est fait encore un peu plus pour le diviser. Que l'on dise qu'il faut préserver ces identités, d'accord, mais qu'on les manipule sans les faisant mousser, ça c'est encore de facteurs de division supplémentaires. On est allé miser, pas seulement dans la guerre de libération nationale novembre-Nassouma, on est allé encore plus loin, parce que le système a craquelé. On a voulu briser cette fatalité linguistique, ethnique, religieuse, en disant, ah, au fond, il y a trois choses importantes, c'est les trois dimensions. Ce que je veux simplement te dire, pour clore le débat sur ça, moi je trouve comme Voltaire que la religion est nécessaire. Parce que la religion peut civiliser les gens. Elle peut les amener à des comportements sociaux, etc., de fraternité. Mais il faut apporter notre citoyenneté. La démocratie, c'est les seuls facteurs de progrès social. Voyez le contexte dans lequel vous vivez tous. C'est qu'est-ce qui fait que nous sommes bien dans le monde occidental. Que nous avons des droits, que nous avons la liberté, que nous avons la tolérance, que nous avons l'éducation, que nous avons la sécurité. Et c'est la démocratie. Il ne faut pas oublier ça. C'est la démocratie. Je suis voilà. Complètement d'accord. Dans tout autre pays, c'est peut-être un très mauvais système à aller, mais il n'y a pas mieux pour le moment. Il n'y a pas mieux, c'est pas moi qui dis, c'est Churchill. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai dit au début, peut-être que je vais choquer certains, parce que ma question me paraît qu'elle a été mal comprise. Mais pour moi, ce que je voulais dire, c'est que si j'ai des outils, ou bien des dimensions culturelles d'un peuple, qui peuvent couler dans le bon sens pour former la citoyenneté et la démocratie, pourquoi ne pas s'en servir? D'ailleurs, vous avez fait un constat à un moment donné, vous l'avez peut-être qualifié d'intégrisme qui paraît dans plusieurs régions de l'Algérie. Personnellement, je ne le qualifie pas de... Ben attention, quand je dis intégrisme, attends. C'est la religion qui est en train de paraître comme une dimension... Non, attention, ce que j'appelle intégrisme, c'est quand j'entends à la radio, à la télévision, لو كان نسميو لي قادر au lieu d'Abd al-Qadr, يجوز ولا ما يجوز. Voilà ce que j'appelle intégrisme. Si je me brosse les dents, Ramadan, est-ce qu'il y a juste ça, c'est tout ça, cet islam superficiel, l'islam, l'impureté de la femme, l'enfer,
les trucs, il va se refaire les trucs. Voilà ce que j'aime. Ça, c'est pas de la religion. C'est pas le genre de débat que je veux tenir, ça c'est trop bas. Voilà. Désolé. Je vais vous citer une phrase de mon ami, je ne résisterai pas à cette tentation, de mon ami Youssef Nassib. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Il sera notre invité l'année prochaine. Comment? Il sera parmi les invités. Il a beaucoup écrit sur les proverbes kabyles. Bien sûr, il a écrit l'anthologie de la poésie berbère contemporaine. Oui, c'était un ami. C'est un sage. Exactement. Je vais vous citer cette phrase-là de... voilà. Donc j'écris puis la lueur de la nuit coloniale, l'islam facteur d'islam va devenir un devenir. Donc j'ouvre les guillemets maintenant. C'est Youssef Nassib qui parle. Donc l'islam va devenir un système où la vengeance divine prend le pas sur sa clémence, où le jugement dernier devient le châtiment de l'enfer, et où l'impureté de la femme et le djihad deviennent les points d'ancrage qui balisent l'identité d'une jeunesse en mal de repère. Voilà. Bon, allez, l'islam dont tu parlais, on est d'accord. On est d'accord parce que c'est l'islam de nos pères. C'est l'islam de ma mère, c'est l'islam de mon père. C'est une spiritualité qui adore Dieu et qui bonifie et qui est la fraternité. Moi j'ai connu, même à Alger, cet islam-là existait. Mais maintenant c'est terminé. C'est l'islam du défi, y compris dans les pays occidentaux. En France maintenant, l'islamisme est devenu une attitude de défi vis-à-vis de l'autorité, des autorités d'accueil, vis-à-vis de la société d'accueil. Et ça, c'est contre-productif. Ça, c'est contre-productif. Ça, c'est nuisible, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour nous aussi. Ça nous disqualifie tous. Voilà, on est d'accord? Non. On peut diverger sur certains points de vue, mais on est d'accord. Salam alaikum. Je tiens à remercier l'ACOH pour l'organisation de cette conférence et mon ami Rachid qui m'a glissé un mot du fait qu'il y a quelque chose qui se trame un peu. Donc merci beaucoup Rachid. J'ai une dizaine de questions, mais je vais un peu me limiter à... Pour le laisser, parce que vraiment c'est un spécialiste de l'histoire de la guerre d'Algérie. Il connaît très bien, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait. Alors, je reviens un peu sur l'histoire, je veux comprendre un peu l'histoire pour pouvoir appréhender le présent et le futur. Revenons sur un des principes fondamentaux émanant du Congrès de la Somme, c'est la primauté du politique sur le militaire. Ce principe, lorsque je l'ai lu, je me dis, oh mon Dieu, ces gens sont visionnaires ou quoi? Ils ont vu le futur, ils ont pu comprendre, mais par la suite, en cherchant, en lisant, les détracteurs de Abderrahmane surtout, et l'art de Guinée a décroché. Non, vous ne vous trompez pas, c'est des dictateurs en gestation. Donc ils voulaient dire qu'avec ces principes, ils voulaient un peu limiter les novembristes un peu, et l'extérieur, les militaires, pour s'accaparer la légitimité et pour mettre de côté la direction collégiale de la révolution à leur profit, et on accusait en particulier Abderrahmane. Quelle est votre opinion sur cette question un peu? Vous n'avez pas parlé assez des détracteurs de Abderrahmane. Parce que c'est l'objet de la conférence de demain à Montréal. À Montréal? Oui. Voilà, c'est ça, c'est l'objet de ce livre. Voilà, si tu te l'objet de ce livre, si tu lis ce livre, c'est toute la réponse à ces détracteurs-là, que ce soit Bilbillah, que ce soit Marsas, que ce soit Kafi ou... J'ai répondu en détail, c'est un livre. Peut-être il faut lire une deuxième question un peu, mais à travers mes lectures, je vois que Karim Belkacem, c'est lui qui a ramené Abderrahmane à la révolution. Janvier 1955, à la sortie de prison, Karim Belkacem approche Abdel et le ramène. Mais par la suite, on apprend que c'est Karim Belkacem qui accompagne Abderrahmane à ses bourreaux à Boussouf, il le livre à Boussouf. On comprend mal le rôle de Karim Belkacem dans cette affaire. Troisième question qui me un peu... Aït Ahmed, on dit que la délégation de l'extérieur n'a pas participé. Mais El Hamid fait partie de la délégation de l'extérieur. Il a cautionné, il a entériné les décisions du Congrès de la Somme. Donc la délégation de l'extérieur, c'est Ben Bella,
je ne sais pas, Massas aussi peut-être. Non, c'était pas un chef de délégation extérieure. C'est ça, exactement. C'était il considère qu'il était le grand chef. Donc, à travers mes lectures, je voyais que Ben Bella était un peu marginalisé. C'était les décisions de l'Assoman étaient entérinées et acceptées par le gros de la révolution. Il y avait la wilaya 1 qui n'a pas participé, l'Orani et la délégation de l'extérieur, mais le gros de la révolution ont entériné. Comment il y a eu, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu retournement contre Aben et Ben Mhidi par ricochet? Et en fait, pourquoi on focus sur Aben et on oublie Ben Mhidi? Et je peux dire même un autre homme dont vous avez sans doute entendu parler, Fanon, qui était aux côtés d'Aben, Aïn Moudjahid, c'était une garantie sur l'avenir. Fanon a marché dans la révolution algérienne quand il a rencontré la première fois Aben. C'est Aben qui l'a fait rentrer. Et quand ils ont discuté, il a dit Aben a une vision post-indépendance, il veut prémunir l'avenir des Algériens contre, j'allais dire, l'hégémonisme militaire. Il a dit maintenant je sais que la révolution algérienne est entre de bonnes mains, c'est comme ça que Fanon a rejoint la révolution algérienne. Et donc effectivement c'était une vision prémonitoire. Aben il disait toujours, quand il a été capté par les colonels, il faisait les confidences à Fouad Abbas, il a dit il faut sauver l'Algérie de demain de ce qu'il a appelé les potentats orientaux. Voilà, je reviens beaucoup sur ça dans mon prochain livre. Alors, on les a accusés d'avoir fait une plateforme sur mesure. D'abord, dès le 1er décembre 1955, il a écrit à la délégation extérieure, au chef de la délégation extérieure. Les trois chefs, c'était Khedar, Aït Ahmed, Ben Bella et Boutief qui les a rejoints le 1er novembre. Donc il était quatre. Massas, il était dans la délégation extérieure, il n'était pas le chef. Il leur a dit, nous allons réunir tous les chefs nationaux pour faire un congrès, il faut que vous veniez assister. De grandes décisions, je le cite, de grandes décisions seront prises. Donc, il a rappelé ça, il a même donné des trajets dans le courrier Alger Le Caire. Si tu as lu le courrier Alger Le Caire, il donnait même des trajets pour que Ben Mhidi, lui qui était au Caire, qui est allé activer l'envoi des armes. Ben Mhidi, lui, il est revenu en Algérie. Il est revenu par le Maroc, Oran, il a pris le train, il est revenu en Algérie. Il est rentré en Algérie. Dans son livre, il dit mais Ben Bella, il attendait un touring club pour qu'il l'amène en Algérie. Or, Ben Bella n'a jamais, au grand jamais, je ne dis pas il n'a jamais, au grand jamais, l'intention de mais à aucun moment une décision ferme de venir en Algérie n'a été prise par lui. Pourquoi? Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, quand Fath Edib dit dans son livre, il en a été malade. Il dit, parce qu'il a hésité, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce qu'il ne faut pas rentrer. S'il rentre, et c'est un risque à prendre. S'il ne rentre pas, il sait que le pouvoir va sortir de ses mains. Alors, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est confié à Fath Edib. Fath Edib, il a dit, c'est une affaire qui me dépasse. Il a dit, il faut que ce soit le président Nasser qui s'occupe de ça. C'est le président Nasser qui s'est occupé de l'affaire du Congrès national. Et il a pris l'affaire, Fath Edib dit, le président a pris l'affaire en main. Et Nasser lui a dit, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce que, probablement le calcul des Égyptiens, c'est qu'ils avaient un homme avec qui ils s'entendaient très bien, donc ils le gardent au chaud. Deuxièmement, ils avaient peur qu'il lui arrive quelque chose. Et je le dis dans mon livre, dans celui-ci, il est probable qu'Aben et Ben Mhidi, il est probable qu'ils aient pu arrêter et juger Ben Bella pour des choses que je dis dans ce livre-là. Parce que c'est Ben Bella qui a dénoncé toute l'organisation de l'OS. Il a fait un avec le PV, il a écrit, il a même redemandé du papier. Il a écrit, ça me fait mal de le dire parce que maintenant Ben Bella est décédé, voilà. Et il a donc donné toute l'organisation de l'OS. Il y a le PV, donc j'ai le PV en Amérique, que j'ai pris du livre de Ben Khadar.